Bonsoir à toutes et tous. Je vous souhaite la bienvenue pour ce Zoom sur l'engagement, donc qui vous est présenté par la Cité de la Solidarité Internationale, Bioforce, l'association engagée et déterminée, ainsi que le service de coopération au développement en partenariat avec la Cité des métiers du Grand Genève, le centre associé d'Annemasse. Pour ce qu'il s'agit de nous présenter, donc je me suis déjà un peu présenté dans un premier temps. Donc, je suis Driss Agoun, chargé de communication et d'événementiel pour la Cité de la Solidarité Internationale, la CSI, qui est une plateforme d'appui aux acteurs de la solidarité internationale. Nous fournissons de l'appui aussi bien aux ONG qu'aux particuliers qui souhaitent développer leur parcours dans le secteur de la solidarité. Nous travaillons aussi plus globalement avec d'autres catégories d'acteurs comme les collectivités territoriales, les entreprises, les fondations ainsi que les universités. En ce qui me concerne, donc je suis rentré dans le secteur de la solidarité par le biais du bénévolat, où j'ai démarré comme bénévole pour un groupe local d'Amnesty International en Isère. À la suite de quoi, j'ai orienté mes études dans vraiment le domaine de la communication axée pour la solidarité internationale, ce qui plus tard m'a amené à faire donc un volontariat de solidarité internationale pour France Volontaire à Madagascar. Puis je suis revenu en France où j'ai rejoint la Cité de la Solidarité où je suis maintenant. Voilà pour moi. On aura l'occasion peut-être plus tard de revenir sur les parcours de tous les intervenants, mais je laisse tout de suite la place à Océane pour qu'elle puisse se présenter. Merci beaucoup et bonsoir à tous. Donc ce soir, je représente Bioforce, qui est une ONG de renforcement des capacités qui permet à la fois à des individus et à des structures, des ONG, de se former pour répondre au mieux aux besoins du secteur. Donc Bioforce forme des humanitaires en formation initiale, donc les formations métiers selon les besoins du secteur, mais aussi accompagne des acteurs humanitaires qui sont déjà sur le terrain. Donc le siège est situé à Vénissieux et on a aussi des bureaux à Dakar. Et donc, pour ma part, je suis formatrice associée donc auprès de Bioforce et chargée aussi de parcours et métiers. Donc, j'accompagne les étudiants dans la recherche de leur première mission et même après. Et avant ça, j'ai fait 6 ans sur le terrain. J'ai une formation, un IUT de communication, et puis j'ai fait Sciences Po et un master en droit de l'homme. Et c'est par la communication que je suis rentrée dans le secteur des ONG, en travaillant d'abord pour Terre des Hommes, au siège et puis au Pérou, comme chargée de communication et de promotion de leurs projets. Après, j'ai fait un service civique, c'était les premiers à Bioforce, qui s'est poursuivi par un CDD. Et puis, je suis partie sur le terrain avec France Volontaire, comme Driss, au Mali, sur un projet du PNUD. Et puis, je suis restée ensuite 2 ans de plus au Mali comme coordinatrice générale pour ASMAE, une ONG d'aide à l'enfance. Et enfin, cordo pour Médecins du Monde en Inde, salariée cette fois. Voilà, et donc depuis, je suis formatrice et consultante à mon compte pour accompagner les personnes dans ce secteur. Merci Océane. Diane, je t'en prie, à toi. Hop, merci Driss. Bonsoir à toutes et à tous. Du coup, moi, c'est Diane de Chabot. Je travaille chez Engagé Déterminé, qui est une asso qui est un réseau national d'associations jeunes et étudiantes de solidarité internationale. Donc, la mission de ED, c'est de mettre en réseau, d'accompagner toutes les associations jeunes de manière générale en France qui travaillent spécifiquement sur les thématiques de solidarité internationale. Voilà, donc dans nos missions, on fait beaucoup de rendez-vous, d'accompagnement, de suivi, de projets, de conseils, et puis beaucoup d'événements, de rencontres, de formations, de mise en réseau. Voilà, et puis on essaie aussi dans nos missions principales de valoriser l'engagement, la place des jeunes, voilà, dans tous les espaces plus professionnels dans lesquels EID peut participer. Voilà. Pour ce qui est de mon parcours plus personnel, ça va aller plus vite, je pense, que les autres intervenants. Du coup, moi, j'ai eu plusieurs expériences bénévoles, notamment chez les Scouts et Guides de France pendant longtemps, ce qui m'a conduit à faire
mon master plutôt lié aux questions de coopération internationale. Et puis ensuite, j'ai fait un service civique dans une asso environnementale, un stage dans une asso de solidarité locale et voilà. Et puis je me suis retrouvée chez EED. Voilà, c'est mon premier emploi depuis 1 an et demi, donc pour accompagner les initiatives jeunes de solidarité internationale. Donc voilà, j'ai touché un peu différents secteurs aussi du monde associatif. Et voilà, je suis ravie d'être là ce soir pour parler des thématiques d'engagement. Merci beaucoup, Diane. Apollinaire, je t'en prie. Oui, merci Driss. Donc bonsoir à tous et toutes. Apollinaire Leutre, je suis chargé de développement au SCD, le service de coopération et développement. Donc nous sommes un organisme de volontariat basé à Lyon, créé en 1959. Donc nous sommes un des premiers, le premier organisme moderne contemporain de volontariat. Et nous envoyons à peu près chaque année 200 à 250 volontaires à l'international au niveau de 2 dispositifs, le VSI, le volontariat de solidarité internationale, et le service civique. Nous sommes aussi maintenant beaucoup engagés sur la question de la réciprocité et l'accueil de volontaires internationaux. Donc nous pilotons aussi un projet cofinancé notamment par l'AFD, l'Agence française de développement, et la ville de Lyon, qui s'appelle Prodige et qui a vocation à accueillir des volontaires internationaux sur le Grand Lyon. Donc on pourra revenir un petit peu sur ces détails du volontariat. Donc notre association donc gère les dispositifs de volontariat, gère les volontaires, les accompagne en amont, pendant et après leur mission. Et nous faisons aussi de la formation et de la sensibilisation sur Lyon, dans ce qu'on appelle le CSI. On aura l'occasion d'en revenir après, sur les questions de solidarité internationale, en tant aussi qu'organisme de formation, donc organisme de volontariat et organisme de formation. Voilà pour la structure. Au niveau plus personnel, donc moi j'ai eu la chance de faire un service civique à la FEV quand j'étais un petit peu plus jeune. Et puis je suis ensuite parti faire mes Master 1 et Master 2 de sciences politiques au Liban, dans des associations locales, et j'ai enchaîné par la suite sur un poste de VSI, notamment avec le SCD, en partenariat avec une ONG qui s'appelle AMEL Association Internationale, qui est une ONG d'urgence et de développement basée à Beyrouth. Et par la suite, du coup, j'ai fait donc 2 ans et demi au Liban. Ensuite, j'ai travaillé sur les îles grecques pour construire du plaidoyer et faire des interviews sur les îles de Lesbos et de Samos auprès des personnes sur un parcours de migration avec Amel France et différentes associations locales. Et puis plus récemment, j'ai travaillé sur des projets d'économie sociale et solidaire au Maghreb avec une association qui s'appelle l'ICOSI. Et j'ai participé au pilotage du PCPA, donc le programme concerté pluriacteur de l'AFD en Tunisie. Donc les expériences, voilà pour les expériences récentes, et je suis du coup au SCD depuis 2 ans et demi en tant que chargé de développement sur la communication et différents aspects. En tout cas, merci à vous pour votre présence et hâte d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Alassane, pour terminer, je t'en prie. Vous me recevez? Très bien. Bah, j'ai du mal à activer ma caméra, mais je pense que ça pourrait le faire. Bah, merci de m'avoir convié à cet échange. Moi, c'est Diallo Alassane et je suis à ED je suis en France depuis novembre 2021. Donc, ça fait 6 mois que je suis là. Je suis en service civique de réciprocité. Je suis engagé et déterminé, comme Diane l'a présenté déjà. Et mes missions, c'est vraiment être le relais entre EED et les associations. Donc, je suis REF Animation Île-de-France. Donc, je suis en contact direct avec les associations à travers des accompagnements que nous proposons, la mise en réseau, des formations sur différentes thématiques, mais aussi des événements que nous organisons autour des assos de solidarité internationale, mais aussi des assos qui évoluent dans le CSI. Donc, nous faisons aussi des écoutes, des rendez-vous assos pour donner des écoutes, pour donner des conseils aux associations, sur leurs projets, mais aussi un peu les pousser à prendre quelques aspects dans leurs projets. Donc, ça, c'est un peu ce que je fais ici actuellement à SEED. Mais après, j'ai aussi des expériences personnelles comme tout le monde. Moi, je suis diplômé depuis 2018, j'ai une licence en administration publique. Mais avant, j'ai été bénévole à l'université. D'abord, je me suis engagé, j'ai été président des associations et tout. Et après l'université aussi, je me suis engagé auprès d'une ONG qu'on appelle le Relais,
qui est d'ailleurs partenaire à EED. Voilà, je pense que grâce à ce partenariat, je suis là. Le relais, c'est le renforcement local des associations et des initiatives sociales qui fait un peu la même chose que EED, mais à la différence, le relais évolue dans la solidarité locale. Donc, à travers des projets de développement, je travaille sur des projets éducatifs, des projets environnementaux, à travers de la sensibilisation. Voilà, donc en gros, voilà ce que j'ai fait jusque-là. Très bien. Eh bien, Ouais. merci à toutes et tous pour vous être présentés. Je propose que sans plus tarder, nous démarrions la présentation avec une première partie qui va être consacrée à quelques définitions. Et donc, je passe sans plus tarder la parole à Océane. Oui, donc voilà, avant de parler d'engagement, on voulait quand même poser un petit peu le contexte et de quoi on parle. Donc, quand on parle de solidarité internationale, ça peut recouvrir différents aspects. Donc, tout d'abord, il y a ce qu'on va appeler l'aide humanitaire, l'action humanitaire, l'aide humanitaire d'urgence. Donc, intervient généralement en cas d'urgence ou de post-urgence, juste après, ou même de réhabilitation, un petit peu plus tardivement, quand on va remettre en état, continuer à remettre en état le contexte d'urgence qui est passé. Donc, l'action humanitaire, l'aide humanitaire intervient donc dans des contextes de guerre ou de conflit, des contextes aussi sanitaires dégradés, d'épidémies par exemple, comme l'épidémie d'Ebola. Ça peut être aussi des catastrophes naturelles, des tsunamis, le tremblement de terre au Népal. Donc voilà, en gros, les différents contextes où on va avoir besoin d'une action rapide et efficace et adaptée. Et donc pour ça, on va avoir besoin de personnes formées. Donc on pense souvent aux aspects médicaux, mais il n'y a pas que des médecins, hein, ça on va en parler, mais aussi des logisticiens, des coordinateurs de projets, des administrateurs ressources humaines et financières qui vont permettre à ces actions d'urgence de se mettre en place. Des actions généralement, des missions courtes, 3, 6 mois, intenses, avec généralement une vie collective. Et donc, qui vont nécessiter d'être opérationnelles immédiatement. Les personnes doivent être formées et capables d'agir tout de suite dans l'urgence. Et donc, on va envoyer des personnes compétentes avec aussi des savoir-être et des soft skills adaptés à ces contextes d'urgence. On en reparlera tout à l'heure dans les différentes compétences. Et donc, je transmets la parole pour la présentation du développement. Oui, du coup, dans cette présentation, on voulait revenir sur les différentes catégories un peu de la solidarité internationale. Donc, après humanitaire, plutôt le développement, donc à la différence, le développement, c'est plutôt un processus de temps long, d'amélioration globale des conditions de vie. Donc, c'est plutôt un processus qui a besoin d'une stabilité en premier lieu, et c'est plutôt un processus, en tout cas pour les organisations professionnelles de développement, qui vient en soutien à des initiatives locales, au développement qui est initié par les populations locales sur place, par la société civile locale. Donc voilà, il y a dans la sphère du développement, il y a vraiment cette coopération, cette collaboration qui est vraiment au cœur de ce processus. Et ça peut toucher tous les aspects qui sont sur le petit graphique qu'on voit sur la présentation, donc que ce soit plutôt le volet écologique, social, économique, dans le but d'arriver à un état plus stable, plus durable pour les populations locales, évidemment en coopération et en respectant leur volonté propre. Donc, c'est plutôt du renforcement de capacités. Et c'est là aussi un champ professionnel qui demande aussi certaines compétences spécifiques. Voilà. Donc, notre troisième volet, qui est plutôt le CSI. Peut-être vous connaissez moins. Je vais donner la parole à Apolline. Merci beaucoup pour
Voilà, le trio. Donc, sur le CSI, juste pour revenir expliciter un petit peu ce que c'est comme terme, au niveau historique, on parlait originellement d'éducation au développement. C'est un terme qui est né dans les années 60, avec cette idée de commencer à réfléchir sur la question de l'impact des projets humanitaires à cette époque et de la sensibilisation des opinions publiques et de l'opinion publique en France sur les projets de développement. Donc, on avait cette idée pour ces associations de expliquer leurs interventions et de sensibiliser la population sur ces questions-là, en ayant une approche qui soit plus partenariale ou plus équilibrée avec leurs partenaires dits du Sud. Il faut savoir que dans les années 90, on est passé d'un terme d'éducation au développement à éducation au développement et à la solidarité internationale, avec cette idée justement de questionner le développement. Quel développement? Est-ce qu'on parle de développement économique, de développement social, de développement humain? Et du coup, le rajout des solidarités internationales dans le mouvement notamment des grandes conférences onusiennes, la conférence de Rio en 92 et toutes ces réflexions sur le développement. Donc, l'avènement du terme d'éducation à la citoyenneté et d'éducation au développement, pardon, et à la solidarité internationale. Et depuis 2000, donc, on parle de CSI, d'éducation à la citoyenneté. Donc le terme de développement a été complètement éloigné, on va dire, de cette définition au profit du terme de citoyenneté, avec l'idée que nous sommes dans un monde où nous sommes tous citoyens, nous devons avoir une citoyenneté active et nous sommes confrontés à des problématiques communes, que ce soit comme le réchauffement climatique ou les questions de migration. Nous sommes tous citoyens face à des problématiques transnationales et du coup l'idée de l'ECSI et à travers cette citoyenneté active, de mettre en place des actions locales pour régler des problématiques globales. Donc ça passe notamment par des actions d'animation auprès du grand public, notamment dans la rue. Pour exemple, rapidement, nous, le SCD, nous faisons des actions qu'on appelle les porteurs de parole, où nous allons dans la rue avec une question sur la solidarité internationale et nous posons cette question aux gens, aux passants, avec cette idée justement de réfléchir dans un espace public à ces questions de solidarité internationale et de sensibiliser les personnes à ces problématiques. Voilà, donc on pourra reprendre un petit peu, si vous voulez, avez des questions sur ce terme plus en détail, mais c'est vraiment cette idée de sensibilisation à la solidarité internationale dans les territoires. Merci. Peut-être juste pour Oui. compléter en quelques mots sur le CSI, pour résumer, donc c'est vraiment comment on peut agir ici au local pour la solidarité internationale. Donc peut-être à la différence de l'humanitaire ou du développement, où il y a plutôt cette idée aussi de mobilité. Et pour résumer, on parle souvent d'un triptyque qui est informer, comprendre, agir pour le CSI. D'abord, prendre connaissance aussi des interactions du monde, le fait qu'on vit dans un monde complexe et interconnecté, le comprendre, le transmettre et ensuite voir comment, à notre échelle, on peut agir ici pour un monde plus juste et solidaire. Et voilà, il y a énormément d'actions diverses de CSI qu'on peut mener. Donc, Apollinaire citait les porteurs de parole. Et chez EED, on a un appel à projet, un prix spécifique qui s'appelle le PIE, le prix des initiatives engagées et déterminées, qui tous les ans récompense 5 actions innovantes de CSI menées par des jeunes, par des associations de jeunes. Donc voilà, le CSI, c'est aussi un secteur moins connu de la solidarité internationale, mais qui est tout aussi important et porteur et source aussi d'engagement. Donc ça nous semblait important de vous le présenter aussi ce soir. Merci beaucoup. Juste, Driss, excuse-moi, pour préciser aussi simplement, du coup, sur ce qu'on vous présente ici. Donc, c'est une grille de lecture avec voilà, différentes thématiques, différents aspects ou des modalités d'intervention. Mais il est important de savoir que, du coup, ces modalités ne sont pas imperméables les unes aux autres et que, du coup, on peut être une ONG de développement et faire de l'ECSI, de l'humanitaire, de l'ECSI. Donc, voilà, c'est important de préciser que c'est une grille de lecture, mais que on peut avoir des actions transversales. On peut parler du plaidoyer aussi, des fois, qui est une thématique qui peut être transverse à toutes ces associations. Donc voilà, juste avoir ça en tête, que c'est simplement une grille de lecture et que rien n'est figé dans l'action et dans la réalité du terrain. Et juste pour finir de compléter, mais pour les parcours, c'est la même chose. Du coup, vous pouvez, et de plus en plus, il y a des passerelles, passer de l'urgence à l'ECSI, au développement, agir en France, agir à l'international. Donc ça aussi, c'est de plus en plus mobile
et mouvant. Voilà, donc la transversalité, c'est véritablement une notion clé également, à ne pas oublier. Du coup, ce qui nous amène à la deuxième partie, qui va plus être du coup les compétences qui sont recherchées dans le secteur de la solidarité. Et Océane, je te laisse poursuivre. Donc, en termes de compétences, alors on dit souvent, j'aime bien commencer en disant que les structures, les acteurs de la solidarité recherchent des professionnels engagés. Donc, avec ces deux dimensions, des personnes opérationnelles qui ont un cœur de métier, qui ont des compétences vraiment applicables tout de suite. Donc, c'est-à-dire qui ont été formés ou qui ont eu de l'expérience, y compris dans d'autres secteurs. Mais voilà, un cœur de métier. Et puis, la notion d'engagement aussi. Donc, des professionnels, c'est-à-dire que même si vous êtes comptable, dans une entreprise. Donc, vous avez un cœur de métier, des compétences autour de la comptabilité et puis un engagement à côté, associatif, militant, du bénévolat, même si c'est dans des associations sportives. Voilà, c'est pas forcément dans la solidarité, mais voilà, cette notion quand même d'engagement va être importante. Et puis l'international. Donc l'international va être important aussi. C'est vrai que pour soit agir dans des contextes multiculturels ou pour partir sur le terrain à l'étranger, l'appétence pour l'interculturel va être un basique. Donc ça veut dire soit avoir fait des voyages sac au dos, avoir fait des semestres d'études à l'étranger, des premières expériences bénévoles ou pas à l'étranger, mais aussi un intérêt pour la multiculturalité en France. Ça peut être voilà, à travers des projets, des loisirs même, voilà, démontrer en tout cas un goût pour le multiculturel et l'interculturel. Donc, des compétences cœur de métier. Donc, voilà, avoir un métier à offrir dans le secteur. Donc, être formé ou expérimenté. Mais aussi, on va rechercher certaines compétences plus transversales qui vont être intéressantes pour travailler dans le secteur de la solidarité internationale. Donc, notamment pour tout ce qui est expatriation, la gestion d'équipe, les capacités de management, ça va être important. Pourquoi avoir un expatrié au lieu d'un professionnel local? Des fois, c'est cette compétence-là qui va manquer. Et donc, on va rechercher chez les personnes à expatrier. Tout ce qui est aussi renforcement de capacité d'être formateur va être intéressant pour travailler dans ce secteur-là, puisque de plus en plus, on vient renforcer les capacités des personnes sur le terrain et donc des formations de formateurs vont être intéressantes. Tout ce qui est gestion de projet, capacité de coordonner de monter des projets, capacité d'analyse aussi des contextes, de compréhension un petit peu des différents contextes. Et puis l'informatique aussi va être quand même assez appréciée pour tout un tas de métiers du secteur. Et puis on parle aussi des compétences personnelles et relationnelles ou du savoir-être. À Bioforce, par exemple, c'est quelque chose de très important qui va faire partie de l'évaluation finale des apprenants. C'est-à-dire que les étudiants vont partir en mission sur le terrain et vont valider seulement à l'issue de cette mission leur savoir-être, voir si tout s'est bien passé en termes aussi de qualité humaine. Donc, voilà, tout ce qui va, dès que vous allez pouvoir démontrer que vous êtes adaptable, fiable, que vous savez gérer votre stress, que vous avez des bonnes capacités de communication aussi, notamment en contexte interculturel, tout ça va être important. Et la capacité aussi de travail en équipe, parce qu'on travaille essentiellement en équipe pluridisciplinaire et pluriculturelle.
Donc ensuite, dans les compétences attendues par les ONG, alors c'est vrai que moi je connais mieux, du coup, je parle surtout du secteur vraiment humanitaire, développement. Peut-être vous compléterez pour le SCI si c'est un peu différent. En tout cas, voilà, pour vraiment partir sur le terrain à l'international, l'anglais est incontournable. Désolée, si c'est pas encore le cas, il va falloir voilà, penser à peaufiner un petit peu. C'est vraiment la langue de travail dans l'humanitaire, y compris pour travailler dans des zones francophones où l'anglais va quand même être important lors de réunions, lors de formations au sein des ONG. C'est vraiment la langue de travail. Après, si vous avez une langue d'un terrain d'intervention, l'arabe, bah, ça sera toujours un plus, bien sûr. C'est parfois même un prérequis selon les offres d'emploi. En tout cas, voilà, l'anglais et puis, bah, par exemple, pour travailler au CICR, au Comité international de la Croix-Rouge, il faut 2 langues minimum, 2 langues maîtrisées. Pareil pour les Nations unies. Enfin voilà, après ça va être un peu selon les acteurs pour lesquels vous avez envie de travailler. Donc l'interculturel, j'en ai un petit peu parlé. Et puis voilà, pour les principales compétences attendues par les ONG, en tout cas pour travailler sur le terrain. Je ne sais pas si les collègues veulent compléter. Moi, je vais compléter sur le volontariat par la suite. Je ne sais pas si Diane, tu veux rajouter quelque chose? Non, pas forcément. Tu peux enchaîner. Oui, merci. Du coup, voilà, l'idée, c'est de distinguer aussi un petit peu les compétences demandées en termes d'emploi salarié, donc dans une ONG, et en termes de volontariat. Donc nous, au SCD, on est sur le volontariat. Donc 2 choses, nous gérons des volontariats de longue durée. Ce qu'on appelle longue durée, c'est 9 mois, 9 mois minimum, hein. Il y a d'autres types de volontariats qui existent comme les chantiers, comme les vacances solidaires. On a une multitude de types de volontariat. Nous, au SCD, nous travaillons donc sur le service civique et le VSI. Donc juste pour préciser un petit peu les choses, il faut savoir que les compétences ne seront pas les mêmes demandées en fonction du type de contrat de volontariat sur lequel vous allez vous engager. Brièvement, donc le service civique, pour ceux qui ne connaissent pas spécialement, c'est un dispositif jeunesse qui est rattaché au ministère de la Jeunesse et à l'Agence du service civique, avec lequel nous sommes agréés, qui sont des volontariats d'initiation de plusieurs mois, mais qui sont réservés à un public jeune de 16, 18, 25 ans. Donc on est sur des personnes qui n'ont pas forcément d'expérience professionnelle, mais qui ont une vraie volonté d'engagement au niveau de leur parcours et au niveau de leur motivation. Mais les compétences ne sont pas un critère dans la sélection des profils. À savoir que la moyenne d'âge donc, de nos services civiques à peu près sont de 23 ans au niveau du SCD. Là où le VSI, donc le Volontariat de Solidarité Internationale, qui est lui un dispositif géré par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, est un volontariat de compétences, dans le sens où on demande un minimum de compétences. Donc c'est des gens souvent qui ont une moyenne d'âge, pour nos volontaires on est autour de 30 ans, des gens qui ont déjà eu une expérience de l'expatriation, que ce soit solidaire ou non, mais qui ont déjà voilà, eu une expérience de l'international. Et qui sont engagés dans des causes associatives. Ce n'est pas forcément un prérequis, mais on a quand même des gens qui ont une première expérience de l'interculturalité et qui repartent sur des missions. On a différents types de profils hein, au niveau du VSI. On a des personnes aussi qui ont déjà un métier, un cœur de métier et qui décident de mettre ce cœur de métier au profit d'une cause associative à l'international. Mais on a aussi des gens qui décident de se réorienter ou qui décident de découvrir un nouveau type de métier. Donc le volontariat permet un petit peu cette flexibilité, donc des compétences demandées. Sur certaines missions, c'est très spécifique. On a besoin d'ingénieurs agronomes ou de profils très spécifiques. Sur d'autres, on a un peu plus de latitude qu'on n'aurait pas forcément peut-être sur un poste en ONG. Sachant que le VSI, on est aussi sur des projets de développement, hein, on n'est pas sur de l'urgence, donc ce n'est pas les mêmes compétences et c'est un petit peu différent.
Ce qui est important de retenir, c'est vraiment cette question des compétences interculturelles. C'est vraiment le cœur des compétences, on va dire, demandées sur le volontariat, dans l'approche du volontariat. Donc au niveau du SCD, on a un petit peu trois niveaux de ce qu'on appelle les compétences interculturelles qui permettent d'agir de façon constructive dans un environnement interculturel. Donc on a la tête, au niveau de la connaissance, l'apprentissage de l'expérience, donc quelqu'un qui est en capacité d'apprendre, qui est en capacité de découvrir les choses. On a le niveau, le cœur, donc le socio-affectif, donc c'est l'émotionnel, le savoir-être, la capacité à s'adapter aussi à des situations, l'empathie, donc ça c'est des choses sur lesquelles on travaille et qui sont très importantes quand on est en mission de volontariat à l'international. Et puis la question du savoir-faire, de la communication interculturelle, le comportement, la main, le niveau comportemental. Donc en fait, nous avons au SCD une grille de lecture au niveau des compétences interculturelles, où les volontaires, avant de partir, vont estimer et évaluer leurs compétences en fonction de ces trois aspects, et au retour, vont estimer une nouvelle fois leurs compétences interculturelles suite à leur expérience de mobilité. Donc c'est important pour nous d'avoir cette démarche-là, et outre les compétences techniques, sur le volontariat, on est beaucoup sur les compétences interculturelles. On pourra revenir dessus si vous avez des questions par la suite. Bon, pour moi, pour cette slide. Super, merci Apollinaire. Donc, du coup, ça nous amène à poursuivre donc, sur la partie suivante. Si ma slide veut bien se lancer, voilà, c'est parfait. Donc, la question de pourquoi s'engager. Et donc là, je laisse la parole à Diane, si je ne m'abuse. C'est Océane d'abord. Océane, pardon. Désolé. Et après, je laisserai volontiers Diane poursuivre. Donc, oui, on voulait juste, pour introduire un petit peu cette notion aussi d'engagement, insister sur le fait qu'il faut bien réfléchir à son projet en amont. C'est vraiment important de clarifier votre projet, à la fois pour vous, c'est essentiel dans le cadre d'un départ, et aussi pour être plus pertinent et plus efficace en entretien. On va aussi venir un peu questionner un peu votre projet, vos motivations. Donc, en amont de l'engagement, c'est bien de faire un petit bilan à la fois professionnel et personnel. Donc, le bilan professionnel, quelles compétences j'ai à offrir à l'heure actuelle? Éventuellement, est-ce que j'ai besoin de me former pour en acquérir de nouvelles par rapport à mon projet? Le bilan personnel, ça va être un peu de réfléchir par rapport à votre personnalité, à vos traits de caractère. Est-ce que vous avez une capacité de vie collective, de travail sous pression, avec moins de sommeil? Ça va peut-être vous orienter plus vers l'urgence ou vers le développement, par exemple. Est-ce que vous avez envie de partir à l'étranger? Est-ce qu'il y a ce côté goût de l'aventure, ou est-ce que agir en France pour la solidarité peut vous convenir? Vos valeurs, quelles sont vos valeurs? Comment vous voyez, vous, l'humanitaire? Par exemple, est-ce que pour vous, l'impartialité ou la laïcité, ça va être quelque chose d'important? Ou au contraire, est-ce que c'est à travers votre foi, vos croyances, que vous avez envie de vous investir pour les autres? Ça va orienter les structures avec lesquelles vous allez éventuellement travailler. Vos motivations, globalement, hein, qu'est-ce qui vous pousse à agir? Pourquoi vous avez envie de travailler dans ce secteur-là? C'est vraiment essentiel de clarifier ça avant le départ, et puis pour les re-questionner aussi au fur et à mesure de votre mission ou de votre parcours professionnel. Pourquoi partir? Pourquoi en solidarité internationale plutôt que d'action sociale en France, par exemple? Est-ce que vous êtes prêt à vivre dans un contexte insécuritaire? Quelle place vous accordez à votre engagement par rapport à vos projets aussi, peut-être de vie de famille, de vie personnelle, par rapport aux ressources que vous allez pouvoir gagner ou pas dans ce secteur-là? Donc voilà, clarifier un petit peu tout ça. Et puis vos contraintes, là aussi, personnelles, financières, de santé également. Peut-être que vous n'êtes pas possible de partir sur tout type de terrain.
Voilà, des choses auxquelles penser en lien avec votre engagement. Et puis, enfin, bien connaître le marché de l'emploi. Quels sont les acteurs qui peuvent vous embaucher ou avec lesquels vous pouvez partir comme volontaire. Il y a de tout, hein. C'est comme si on disait je veux travailler en entreprise. Vous avez vraiment des structures avec des valeurs, des modalités d'intervention très, très différentes. Donc, bien faire une veille sur les acteurs de l'humanitaire ou du développement. Quels sont les métiers sur lesquels vous pourriez vous positionner? Et puis un peu préparer vos outils de candidature et puis vous renseigner sur les processus de recrutement propres à chaque organisation. Donc voilà, en gros, préparer le terrain, penser son engagement et ses motivations avant de se lancer. Pareil, si vous avez des questions, on y reviendra en deuxième partie. Driss, du coup, tu peux passer la suite. Désolé, le temps que je reprenne la main, voilà. Je continue, Diane, si tu veux, ou tu veux intervenir? Vas-y, je couperai très vite. Du coup, ça va un petit peu dans le même sens hein, que de ce que disait Océane. C'est important de savoir au niveau du volontariat qu'on est sur vraiment au niveau des compétences, on est vraiment sur la question de l'engagement. Plus que de la technique, on est vraiment sur cette notion d'engagement. Et ça demande une réflexion, ça demande une déconstruction aussi de nos représentations. Donc là, c'était juste pour mettre un peu à l'honneur les affiches du CCFD. Hein, on voit l'évolution de la représentation à travers les décennies sur la question du développement et la question de l'humanitaire. Donc on voit que tout ça est un mouvement aussi hein, dans lequel on s'inscrit. Mais c'est important de pouvoir avoir une approche réflexive sur ses raisons et ses motivations pour partir. Ce qui est important pour nous au SCD, ce qu'on met beaucoup en avant, c'est la question de la transformation. Partir s'inscrit dans un parcours et dans un parcours de transformation individuelle et collectif. Parce que le fait de partir dans un environnement interculturel pendant de longs mois vous transforme intérieurement au niveau de l'interculturalité, au niveau des rencontres, au niveau des pratiques, au niveau de votre vision des choses. Et donc, il faut avoir conscience aussi un petit peu de ça en amont, que l'impact que peut avoir ces expériences de mobilité solidaire sur les parcours individuels. Nous, au SCD, on a un mur qui est le mur des bébés, par exemple, où en fait, on a plein de familles qui se créent suite aux expériences de mobilité. Donc, ce sont vraiment des expériences qui créent des liens, des nouvelles familles qui ont un impact vraiment très important sur les parcours individuels. Et outre le parcours individuel de transformation individuelle, il y a aussi la dimension collective. On s'inscrit dans une logique collective pour avoir un monde plus juste, plus humain, plus solidaire, avec des personnes qui n'ont pas forcément la même nationalité, la même culture, mais qui ont des valeurs communes, et avec cet objectif un peu militant aussi, ou en tout cas basé sur les valeurs de changer le monde. Donc c'est important de savoir pourquoi on s'engage et l'impact que ça aura sur le niveau individuel et aussi sur le niveau collectif en termes de motivation. Et pour justement pouvoir questionner tout ça, il faut se préparer. Il faut se préparer un maximum pour vivre au mieux cette expérience de l'expatriation. On peut passer à la slide suivante, si tu veux, Driss. Donc là, c'est un petit peu ce que je disais sur cette question du parcours. Hein. Il faut apprendre à pouvoir se remettre en question et à être sur des aspects de l'interculturalité qui sont très très forts. Et donc, ça demande un accompagnement en transition du coup de la troisième partie sur bien vivre sa mission. Je ne sais pas si Diane, tu voulais ajouter des choses sur le pourquoi de l'engagement. Peut-être juste pour rappeler que donc on parle aussi, aussi de l'engagement, des compétences aussi, des appétences personnelles plutôt, ce côté personnel, mais il faut aussi garder à l'esprit, et Océane en parlait dans les compétences, en tout cas si c'est votre souhait d'insertion professionnelle, que ça nécessite aussi une formation. Apollinaire, tu viens de parler d'accompagnement. C'était très bien résumé par la phrase « dépasser le je veux aider ». Ça demande vraiment, c'est tout un processus aussi de déconstruction de ses propres motivations, déconstruire aussi ses propres croyances
quant au domaine global de la solidarité internationale, voilà, peut-être que vous pensez à l'aide humanitaire, à l'aide internationale, et ça vous fait un peu rêver de ce côté un peu héroïque ou aventurier. Et ça, c'est vraiment, je pense aussi, un des messages qu'on voulait faire passer à travers ces différentes slides, de se poser des questions aussi sur ces compétences qu'on peut apporter, peut-être aussi l'endroit où on est le plus pertinent. Voilà, on a parlé aussi des différents secteurs qui existent. Ça me permet aussi de s'engager ici, s'engager là-bas, enfin voilà, aussi des différents modes d'engagement qui existent, plutôt professionnels, plutôt le volontariat, enfin voilà, plutôt n'hésitez pas à vous poser pour réfléchir vraiment à tout ça avant de vous lancer dans cette aventure. Super. On va pouvoir donc enchaîner avec donc la quatrième partie que Apollinaire a déjà mentionnée, qui est donc comment bien vivre son expérience de solidarité. Et donc Apollinaire, je ne crois pas me tromper en te repassant à nouveau la parole. C'est bien ça. C'est bien ça, j'ai le micro. Merci Driss. Non, pour vraiment dans la continuité de ce qui a été dit, il faut vraiment prendre le temps de se poser, de réfléchir et de faire attention aussi par qui on est accompagné et dans quelle structure on s'engage. Les échanges là me font penser un petit peu à quelque chose que nous on dénonce aussi régulièrement, qui est ce qu'on appelle le volontourisme, où il y a des structures qui demandent énormément d'argent pour faire partir des personnes sur des missions très courtes de quelques semaines dans des orphelinats ou dans certains pays. Et on a une dérive justement de ces modèles-là où des gens se font de l'argent en exploitant une espèce de volonté d'aider des personnes qui ne sont pas du tout préparées et qui ne sont pas du tout dans une démarche d'apporter des compétences. Donc c'est important vraiment je pense, cette notion d'accompagnement et de réfléchir ce qu'on fait et avec qui on le fait. Il y a des professionnels aussi voilà, de l'humanitaire, de l'accompagnement, de la solidarité. Donc il faut aussi être vigilant avec qui on parle. Et donc en tant que professionnel, donc le SCD, nous, on a aussi du coup un parcours d'accompagnement au niveau du volontariat qui se fait en amont, pendant et après. Donc toute la question de l'avant, donc je reviendrai rapidement après, mais c'est connaître le lieu où l'on va, connaître d'où l'on vient aussi. Donc cette question des représentations est très importante. Identifier des personnes ressources sur place aussi. Ça peut être des passeurs de culture. Nous, on a des personnes qui parlent des fois dans la langue, dans le pays où on va, des personnes qui parlent notre langue, mais qui sont de là-bas. Et donc, ça permet d'identifier un petit peu des personnes ressources aussi qui peuvent vous accompagner lors de votre mission. Et donc, toute cette question en amont, elle se travaille. Nous, on propose des formations aussi, construire son projet d'engagement sur 2 jours à Lyon, où les personnes, pendant 2 jours, viennent réfléchir avec des professionnels sur leur motivation et sur leur projet, pour construire leur projet. Donc il y a tout cet accompagnement en amont, cet accompagnement pendant aussi, où on a des chargés de pôle qui accompagnent au quotidien les volontaires dans leurs problématiques très pragmatiques, que ce soit la protection sociale, la sécurité, toutes ces questions-là, mais aussi la question du bien-être au travail et dans leur mission, l'accompagnement dans leur mission, du vivre sur place. Et puis il y a la question de l'après aussi, hein, qui est importante sur le retour, qui n'est pas évident pour beaucoup de volontaires. Quand on part 10 ans en expatriation sur une mission, que ce soit dans l'humanitaire ou dans le volontariat, le retour peut être difficile. Donc voilà, nous, on a un réseau des anciens volontaires qui se met en place. Il y a des associations comme Résonance Humanitaire, par exemple, qui permettent justement d'accompagner aussi les personnes dans le retour au pays ou dans un contexte différent. Donc on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est vrai que cet accompagnement doit être en amont, pendant, mais aussi après. Voilà par rapport à ça. Donc là, je ne vais pas revenir sur ce que je viens de dire, mais il y a tout un travail voilà, en amont qui doit être fait hein, sur les impacts positifs ou négatifs de l'expérience, l'identification des risques, les moyens de prévenir ces risques-là. Mais tout ça, ce sont des choses qui sont expérimentées, qui sont mises en place. Et donc, si toute cette phase en amont est bien travaillée, on limite de manière très très importante les risques sur la question de pendant la mission, du risque interculturel, du risque culturel, du burn-out, tous ces risques-là. Je ne sais pas si vous voulez ajouter des choses peut-être sur le pendant, sur l'équilibre vie pro-perso, les collègues. Oui, je vais peut-être aussi compléter sur cette idée aussi d'accompagnement et des acteurs qui peuvent vous accompagner, mais plutôt pour le volet
insertion professionnelle. Donc, moi, ce soir, le Zoom est organisé par la Cité de la Solidarité Internationale, qui peut être un acteur ressource pour ce qui est des formations plutôt humanitaires, donc Bioforce est représenté aussi. Et plus spécifiquement, si vous êtes jeune et que vous êtes plutôt en recherche d'une première expérience professionnelle dans le domaine, dans le cadre de mes missions à EED, j'essaie d'accompagner aussi les jeunes dans ce parcours d'insertion professionnelle pour se poser des questions, pour identifier les bonnes personnes ressources. Donc, c'est aussi des choses qu'on peut mettre en place. Sur l'engagement associatif de manière générale, pareil, spécifiquement à destination des jeunes et des étudiants et étudiantes. Je sais que le réseau AnimaFac travaille aussi les questions d'insertion professionnelle. Voilà, donc ça peut être différents acteurs, donc en plus des personnes qui sont là ce soir, mais qui peuvent vous aider et vous accompagner dans ce parcours. Et puis sur le pendant, donc évidemment, trouver son équilibre et s'insérer dans sa mission. Donc, c'est très vrai pour le volontariat et peut-être Alassane en reparlera tout à l'heure aussi sur l'expatriation, comment on vit aussi l'immersion interculturelle et sa mission volontaire quand on est loin de chez soi. Et puis, l'équilibre vie pro, vie perso aussi, si vous décidez de vous insérer professionnellement dans la solidarité internationale, que ce soit en mission de terrain à l'étranger ou même en France, voilà, dans une mission plutôt de coordination ou plutôt liée à l'ECSI. De manière générale, le secteur associatif n'est pas exclu de ce qu'on appelle le stress psychosocial. Ce serait un peu le parallèle du burn-out militant, mais plutôt pour des personnes qui sont contractuellement engagées, disons, dans des structures. Et c'est aussi très lié au fait, donc la thématique de la soirée, c'est l'engagement. Et c'est lié au fait que souvent, on est dans des missions donc, volontaires, bénévoles ou salariés qui nous tiennent à cœur pour des projets de transformation sociale, d'amélioration de vie, enfin, voilà, des populations. Et donc, souvent, on peut tomber dans des dérives voilà, où on adhère beaucoup au projet et donc on gère mal cet équilibre professionnel, personnel et on se laisse un peu entraîner. Voilà, et ça peut impacter beaucoup aussi notre vie personnelle. Donc, c'est aussi des choses auxquelles il faut faire attention. Et peut-être, moi, alors, pour parler à titre très personnel, c'est une question que je me suis beaucoup posée avant de m'engager professionnellement dans une association, de voilà, comment on considère aussi le fait d'être salarié d'une structure associative, ce qui en soi peut être un certain paradoxe, en tout cas en France, et ça dépend des thématiques. Voilà, donc peut-être le fait de continuer son engagement et son bénévolat dans d'autres structures, dans d'autres espaces, ça peut aussi être une piste intéressante pour pallier justement cet effet de trop grand attachement à sa mission professionnelle. Voilà, donc ça peut faire aussi partie des pistes de réflexion qu'on vous offre ce soir. Et dans le après, c'est aussi intéressant quand on part en mission de considérer l'accompagnement et la réflexion qu'il peut y avoir au retour. Donc, Apollinaire en parlait dans l'accompagnement qui est fait pour les volontaires une fois qu'ils et elles reviennent de mission. Mais ce n'est pas quelque chose à négliger pour avoir aussi une relecture de son expérience. Merci Diane. Du coup, ce qui nous amène à enchaîner avec un autre sujet dont on a déjà un peu parlé ce soir, mais dans lequel on va rentrer peut-être un petit peu plus en détail, donc qui est celui de la réciprocité. Alors, il me semble que c'est Apollinaire qui enchaîne. Oui, juste pour introduire, hein, après on laissera surtout la parole aux collègues et à Alassane notamment. Simplement pour voilà, juste dire que nous, on est engagé hein, donc sur cette question de la réciprocité à travers un programme, le programme Prodige. Et donc, cette dynamique de la réciprocité dans le volontariat, ça fait quelques années qu'elle est présente et elle monte de plus en plus. Enfin, c'est vraiment une dynamique qui est très, très importante avec cette idée d'échange, mais de sortir de cette histoire du Nord-Sud. Bon, déjà, questionner le Nord et le Sud en soi, c'est déjà
la base, mais le fait d'arrêter d'être dans cette relation nord-sud et d'être sur une réciprocité, idéalement 1 pour 1. Le sud apporte autant au nord et le nord apporte au sud. Donc l'idée qu'on puisse être sur quelque chose d'équilibré, ça c'est quelque chose de très important et qu'on a vocation à développer de plus en plus et qui prend tout à fait sens dans notre vision des choses. Et puis, on parlait de CSI, c'est aussi avoir conscience de l'interdépendance entre les enjeux locaux, les enjeux internationaux, qu'on soit au Burkina Faso, en France ou en Russie ou je ne sais où, cette question du réchauffement climatique est problématique pour tout le monde. Donc c'est un petit peu, voilà, à travers la réciprocité, cette idée de conscience collective au niveau des enjeux et de partage dans une humanité de ces problématiques. Et puis c'est très très riche aussi pour les territoires en France, nous, d'accueillir des volontaires internationaux. Ça permet vraiment de participer à l'internationalisation des territoires et surtout de sensibiliser les personnes sur d'autres cultures, sur l'ouverture d'esprit, sur la mobilité. Et du coup, je suis très content qu'Alassane aussi puisse être là ce soir pour témoigner de cet engagement parce que la réciprocité est quelque chose de très très précieux et qui a vocation à se développer de plus en plus sur le volontariat. Pour l'instant, nous avons des services civiques de réciprocité qui peuvent venir en France dans le cadre de programmes ou de projets. Et on va ouvrir ça au VSI de réciprocité à partir de la fin d'année, début d'année prochaine. Donc, ça sera potentiellement, si vous êtes intéressé aussi, des pistes éventuelles de mobilité pour la France, même si cela va démarrer de manière très progressive. On pourra en reparler si besoin. Voilà pour la réciprocité pour moi. Super. Et ben, du coup, j'invite Alassane, je t'invite à prendre la parole et puis à revenir un peu sur ta propre expérience en tant que volontaire de réciprocité. Nous t'écoutons. Ok, bah, merci. Vous me recevez? Très bien. Ok, merci pour ces précédentes interventions et tout, parce que moi-même, j'ai appris beaucoup de choses à travers vos différentes interventions et tout. Voilà, je pense que ça augmente toujours le bagage d'interview. Enfin, moi, je pense que, comme vous avez dit, moi, je suis en train de vivre vraiment une grande interculturalité à travers cette mission de volontariat en réciprocité. Parce que c'est pas facile de quitter sa famille, quitter ses amis, quitter tout pour s'engager dans un autre pays, même si moi, l'avantage que j'ai, c'est qu'il n'y a pas cette barrière linguistique. J'avoue que ça m'aide beaucoup, mais après, le côté social, moi, je viens d'un pays, la Guinée, où le social prime surtout. On est toujours entouré avec des potes, la famille et tout. Mais je me retrouve dans un pays où, je dis toujours que Paris, tout le monde est pressé. Voilà, donc, ce facteur social et tout, souvent, c'est les premiers mois, c'est pas facile, mais il faut juste avoir une capacité d'adaptation pour te permettre de passer ce cap-là, quoi. Et l'autre chose, moi, je l'ai toujours dit, j'ai toujours dit à ma tutrice qui est Diane que moi, l'endroit dans lequel que je me sens beaucoup plus à l'aise, c'est au bureau parce que c'est là où je rencontre beaucoup plus de gens, je discute avec eux. Enfin, c'est des gens hyper sympas et tout, mais dès que je me retourne chez moi, je réussis tout de suite. Donc, les 2 premiers mois pour moi, c'est comme si je n'existais pas carrément parce que dès que je quitte les amis au bureau, que je me retrouve seul, je commence à penser et tout. Je me dis, je ne suis pas chez moi, ici, le social, il n'existe pratiquement pas. Donc, tout ça là. Et l'autre chose, j'ai appris aussi beaucoup de la culture française parce que je sais maintenant des choses qu'il faut dire, des choses qu'il ne faut pas dire. Et pour la petite expérience, je ne savais pas qu'il y avait des choses qu'on pouvait dire ici, qu'on pouvait dire chez moi, et ici que les choses là, on ne peut pas les dire. Donc, c'est vraiment des belles expériences que je suis en train de vivre dans ce sens-là. Et l'autre chose, c'est par rapport au côté apprentissage aussi, même si j'avais des expériences avant d'être là, parce que j'étais dans une autre association déjà. Mais j'avoue que ces expériences, pour un début, c'est comme si je ne connaissais absolument rien. J'étais tout bleu. Mais après, c'est au fur et à mesure, je commence un peu à faire le parallèle entre ces deux expériences pour pouvoir me situer un peu pour pouvoir me projeter un peu dans l'avenir et tout. Donc ça, c'est vraiment l'un des avantages de ce service civique de réciprocité aussi. Et je discute aussi avec des jeunes, je donne et je reçois. Et l'autre chose, l'engagement aussi
qu'on fait, c'est d'aider les jeunes aussi à aider, quoi. Parce que moi, j'estime qu'à partir du moment où on accompagne les jeunes en les formant, en les donnant des conseils, parce que ça fait partie de ma mission, et ça les permet aussi d'aller aider ailleurs. Donc moi, je pense aussi que c'est une plus-value de cette mission aussi, quoi. Et l'autre chose, j'avoue que ça peut... Bah, je suis une cobaye par rapport à Relais et Aider parce que je suis la première personne. Et enfin, j'espère que la collaboration, elle continuera et que moi, du point de vue professionnel, j'apprends beaucoup. Et du point de vue personnel aussi. Parce que ce service civique de réciprocité m'a permis un peu de me projeter, de me dire, ah écoute, est-ce que je ne vais pas prétendre à être un professionnel de la solidarité internationale? Donc pour ce faire, ça se passera à travers des formations et tout. C'est là où même j'ai connu Bioforce. Dès qu'elle a parlé tout à l'heure, je me rappelle parce que dans mes recherches, j'avais vu Bioforce et tout. Prodige, déjà, je connais Prodige à travers Claire, l'une de nos services civiques aussi. Voilà, donc moi je pense qu'en gros, on s'engage on se positionne pour une cause commune souvent. Et nous, à travers la solidarité internationale, on s'engage sur des questions vraiment transversales, écologie, développement humanitaire, plaidoyer. Moi, je pense que c'est des couches pour lesquelles on doit s'engager. Au moins, il faut que tous les jeunes puissent au moins s'engager une fois dans leur vie. Parce que j'avoue que c'est une belle expérience. Surtout en termes de mobilité, parce que tu apprends d'autres choses. C'est une ouverture d'esprit. Tu penses parce qu'avant de venir, tu penses que chez toi, tes pratiques, c'est les bonnes pratiques et tout. Mais dès que tu sors, ce brassage culturel te permet aussi d'avoir une ouverture d'esprit. Voilà, donc avant d'être là, j'étais hyper engagé, mais je pense qu'au sortir de cette mission, je serai engagé et au même moment déterminé. Voilà. Je pense qu'il y aura des questions après. Sans aucun doute. Merci beaucoup, Alassane, pour nous avoir présenté ton parcours et puis surtout l'expérience que tu es en train de vivre actuellement. Ce qui, du coup, nous amène à notre dernière slide de cette présentation, donc, qui est une slide sur les ressources qui a été proposée par Apollinaire. Alors, tu veux peut-être en dire un mot? Oui, bah, là, merci Alassane du coup pour ton intervention, c'est très très intéressant. Et oui, sur les ressources, là, c'est juste un focus sur différents éléments qu'on utilise là vraiment sur le CSI, parce que je sais que c'est une notion qui mériterait d'être plus connue par rapport à l'humanitaire et au développement, en tout cas qui a beaucoup de choses à dire et à lire. Donc voilà, ce sont des ressources avec lesquelles on travaille, nous, pour nos formations sur le CSI. Donc n'hésitez pas à vous renseigner et puis on pourra aussi rajouter d'autres ressources si besoin en fonction de vos besoins. Pour compléter aussi sur le CSI, parce que je ne l'ai pas dit, c'est vrai que c'est un secteur moins connu, mais qui est aussi porteur et qui aussi offre des opportunités d'engagement professionnel. Donc, dans vos recherches, n'hésitez pas à explorer aussi ce secteur et les différentes structures qui agissent dans le CSI. Peut-être vous trouverez l'association de vos rêves à laquelle postuler. C'était donc du coup la dernière slide de cette présentation. Alors, j'en profite tout de suite pour remercier les intervenants Apollinaire, Diane, Océane, ainsi qu'Alassane pour ce temps de parole. Comme promis, je vais maintenant